Donc depuis une dizaine de saisons, l'Olympique de Marseille accuse un déficit financier récurrent. Épinglé par le fair play financier, le club a finalement trouvé un accord pour une dette autorisée à 30 millions au 30 juin 2020 et une situation à l'équilibre d'ici l'été 2020. L'UEFA a rappelé d'ailleurs le 5 mars dernier les sanctions qu'encourait le club en cas de non-respect de ses obligations financières. Et nous voilà pour essayer de comprendre cette gestion, voir les solutions à court terme, à long terme que pourra et devra l'Olympique de Marseille trouver pour établir une situation financière saine et à l'équilibre. Donc si on fait un petit flashback en arrière, quels sont les résultats financiers du club depuis son rachat en 2016? Alors oui, en effet, les résultats du club sont assez graves. Le déficit ne cesse de croître et nous avons des résultats de 35,3 millions d'euros en 2016-2017, 75,5 millions d'euros en 2017-2018 et 91,5 millions d'euros en 2018-2019. Est-ce que cette situation financière est alarmante? Est-ce que ça fait de l'Olympique de Marseille un cas à part dans le football français et européen? Et oui, en effet, nous avons une situation de trésorerie très dégradée puisque nous sommes à plus de 200 millions d'euros de déficit. De perte en 3 ans, le premier problème, c'est qu'un club comme l'Olympique de Marseille, dans sa gestion financière, ne peut se permettre de ne pas être en compétition européenne. Mais pour cela, il faut un effectif qui le permet et surtout les moyens de se payer cet effectif. Ensuite, le deuxième problème concerne la régulation européenne et le déficit que celle-ci autorise. Les normes ne sont pas les mêmes en France et en Europe. Et Maccour ne peut donc pas, vis-à-vis du FPF, combler lui-même le déficit de son club. Ceci n'est pas conforme aux œufs de l'UEFA. Donc oui, en termes de gestion d'entreprise, la situation économique est alarmante. Après, la gestion des clubs de football a rarement été bénéficiaire, on le sait tous, hors trading de joueurs. Mais si on regarde la balance des transferts de l'OM, elle est négative. Alors que tous les autres clubs se portent plutôt bien. L'UEFA a rappelé les conditions à remplir, mais également les sanctions encourues en cas de non-respect donc, de ses obligations. Alors ma question c'est qu'est-ce qui se passe si l'Olympique de Marseille ne respecte pas les contraintes budgétaires et quelles sont les sanctions qu'ils encourent? On a tous à l'image l'exemple de l'AC Milan, mais quelles sont les sanctions qu'ils encourent? Alors, la première sanction, c'est la mise en garde, c'est-à-dire qu'on explique au club que ce n'est pas bien, ce qui s'est déjà passé. Ensuite, nous avons le blâme, puis l'amende, 6 millions d'euros. Celle-ci, celle que nous avons tous en tête, c'est l'exclusion des Coupes d'Europe. Ce serait le plus grave pour l'Olympique de Marseille. En l'occurrence, à l'heure actuelle, si le classement ne bouge pas, l'exclusion de la Ligue des Champions. Un peu à l'image de Manchester City, quoi. Exactement. Manchester City ou encore l'AC Milan l'été dernier. Récapitule, l'OM doit passer d'une situation financière de déficit de 91 millions d'euros cette saison à une perte maximale de 30 millions d'euros. Donc si je suis bon en calcul, ça fait 60 millions d'euros à trouver d'ici le 30 juin 2020. C'est ça. Quelles sont les sources de revenus possibles? Alors, à l'OM, au vu de la saison actuelle, c'est clair qu'on mise beaucoup sur la Ligue des Champions qui, on le sait bien, elle est très rentable. Alors, selon l'économiste Pierre Rondeau, une éventuelle qualification en Ligue des Champions, elle apportera au club environ un minima 40 millions, à savoir 15 millions de droits de participation. Il y aura aussi des revenus éventuels liés aux primes de résultats sur l'exercice prochain et 25 euros en market pool. Ok. Donc la distribution, j'ai juste un problème là-dessus. La distribution en market pool, c'est quoi exactement? Toi qui en as parlé avec Christophe Durand. Alors l'argent du market pool, en fait, il est divisé selon la valeur du marché télévisé de chaque pays. Donc les montants reçus, ils sont proportionnels à la valeur des droits TV nationaux payés à l'UEFA. Et ensuite, parmi les participants de chaque pays, la répartition, elle va se faire ainsi. Donc la moitié du montant va dépendre du classement de chaque club dans son championnat domestique lors de la saison passée, et l'autre moitié va dépendre tout simplement de ses performances lors de la campagne de Ligue des Champions. Ok. De plus, en finissant deuxième, l'OM se verrait recevoir 51 millions de droits TV, selon la clé de répartition actuelle, soit 5 millions de plus que l'année passée. Mais l'arrivée de Mediapro dans le marché domestique français va changer un peu les choses, on le sait tous, hein, avec un revenu domestique d'1 milliard 153 millions d'euros, ça fait exploser le marché domestique. Qu'est-ce que peut espérer l'OM dans ces ressources-là? Alors à partir du moment où Mediapro honore bien son engagement financier, et c'est déjà une interrogation, il y aura plusieurs versements qui devraient porter le revenu TV Rights entre 90 millions d'euros et 100 millions d'euros. Mais ces informations, elles sont à prendre avec des pincettes, puisqu'elles dépendent du classement de l'année prochaine. En tout cas, entre la Ligue des Champions et la hausse des droits TV, l'OM va connaître une hausse de son budget. Et donc après, ça va être à eux de répartir ça et de ne pas subir une nouvelle inflation des salaires. Justement, selon les derniers chiffres de l'équipe, la situation ne semble pas s'assainir du côté salarial, on en parlait. Où en est le club avec sa masse salariale? La masse salariale du club phocéen n'a pas diminué la saison passée à 127 millions d'euros.
en dépit des départs de Luis Gustavo, d'Adil Rami ou d'Abdenour et même d'Ocampos. Donc en parlant de court terme, quelles sont les possibilités de départ d'ici cet été et quel impact ça aurait sur cette masse salariale? Alors déjà, bon, la situation de Grégory Sertic qui est en fin de contrat cet été, elle ne fait pas débat, il va partir. Mais les situations de joueurs à qui il reste 1 an de contrat, comme Maxime Lopez, Valère Germain, Jordan Amavi ou encore Florian Thauvin, elles vont être un réel casse-tête pour le club et pour la direction. Donc, à savoir que Max Lopez, c'est quoi? C'est 1,5 million? C'est 1,5 million brut par an. Jordan Amavi, c'est 1,6 million. Valère Germain, 3,6 millions. Et Florian Thauvin, 5 millions. Et il lui reste plus qu'1 an de contrat. On a aussi le cas de Kostas Mitroglou qui revient de prêt cet été. Qu'est-ce qu'on va en faire? Enfin, il va y avoir les cas Morgan Sanson et Boubacar Kamara qui vont être très importants à gérer puisque ce sont globalement les plus grosses valeurs marchandes de l'effectif de l'OM actuel. Ok. Et justement, en parlant de cette politique de transfert, on a vu l'arrivée de Paul Aldridge en tant que conseiller du président, ou de RP de luxe pour certains, en début en catimini et révélé ensuite par l'équipe. Est-ce que cette arrivée va-t-elle dans le sens d'une politique de trading vers le marché anglais? Alors à court terme, c'est sûr que l'arrivée de Paul Aldridge elle est orientée vers le trading de joueurs vers le marché anglais. On va rappeler qu'il a travaillé à West Ham, à Leicester, à Manchester City, à Sheffield, à Bolton. Mais à long terme, il est possible aussi qu'il soit là pour amorcer un changement de direction ou de propriétaire. Puisque dans 4 des 5 clubs que j'ai cités, il a assuré l'intérim en gros entre 2 propriétaires. Justement, à long terme, on va parler un peu du long terme aussi. Comment l'OM peut-il équilibrer les comptes en cas de non-qualification en Ligue des Champions, ce qui va sûrement arriver et ce qui devrait poser problème? Exactement. Dans un premier temps, au vu du contexte, il serait judicieux pour l'OM de réussir à trouver un nouveau partenaire maillot. Avec un contrat de 8 à 10 millions d'euros, on pourrait envisager la mise en place d'un plafond salarial qui est de 70% en moyenne. C'est ce qui est préconisé par le fair play financier, il me semble. Exactement. Et en fonction des ressources générées qui pourraient être le moyen de limiter le déficit, y compris en cas de qualification en Coupe européenne, le fait d'essayer de rééquilibrer les comptes par ce biais permettrait de facilement combler ce déficit. Même si cela reste assez compliqué à réaliser dans l'immédiat pour l'OM. En tout cas, l'OM restera quand même dépendant des droits TV et une meilleure vente des droits TV à l'international, surtout pour le championnat français, qui sont vendus à 75-80 millions à beIN Sport, ce qui n'est pas assez en comparaison des autres championnats, on le sait, pourrait également aider les finances de l'OM, mais ça, l'OM n'y peut rien, c'est la Ligue qui vend. C'est d'ailleurs, oui, ça pourrait être le sujet d'une prochaine vidéo. En tout cas, merci de nous avoir écoutés et à très bientôt.